Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Nous sommes fin janvier et c'est un bonus sur les actus de la cellule. Ça faisait longtemps comme ça qu'on vous avait pas un petit peu raconté nos vies, qu'on vous avait pas expliqué un petit peu ce qui se passait derrière les micros de la cellule. Et ma foi, on sait que vous êtes particulièrement preneur de ce genre d'émission. On vous explique un petit peu comment ça marche, les dessous du podcast. Et pour ce podcast bonus, je suis avec les acteurs de la cellule en ce moment même. Jeff, ça va la pêche? Toujours la pêche. Toujours la pêche. Banane. La banane même, je dirais. Je suis également avec Darky. Salut, la pêche, la patate. Fin janvier, j'adore. Et avec Flavie. Salut. Alors, on va vous présenter un petit peu nos coups de cœur, nos coups de gueule. On va vous présenter un petit peu nos travaux, sur quoi est-ce qu'on travaille en ce moment, et puis peut-être l'avenir de la cellule. On va parler aussi des émissions, des ADN, des différents problèmes qu'on peut rencontrer pendant les émissions et dont on n'a pas toujours l'occasion de parler, ou alors comme ça, parfois dans les émissions, ça arrive qu'on vous dise « Ah bah tiens, on a un problème sur telle émission », mais on n'explique pas vraiment dans le détail de quoi il s'agit. Donc là, on va pouvoir vraiment vous en parler. Alors, premièrement, on peut faire un petit tour de table sur les actualités de tout le monde ici. Alors, Jeff, toi, à Brest, donc ça bouge, en ce moment. Avant, tu étais sur le Havre. Et là, tout à fait, oui. Donc ça fait depuis ça va faire presque 3 ans que je suis brestois, que je suis revenu au pays, comme on dit. Hein. Généralement, les Bretons reviennent toujours chez eux à un moment ou à un autre. C'est vrai. Le proverbe est connu. C'est juste. Donc... Est-ce que tu considères que ils sont chez eux à Paris, les Bretons, ou pas? à Montparnasse, ouais. D'accord. Montparnasse, c'est un peu nous qui l'avons fait, mais bon, bref. Et donc à Brest, toi, ni plus ni moins, t'es en train d'aider des potes à toi à monter une association de jeux de rôle, en fait. Oui. Alors, pour l'explication, donc moi, je suis président d'une association à l'heure actuelle qui s'appelle les Compteurs du Ponant. Une association qui va bientôt avoir 7 ans. Les comptoirs du Ponant. Les compteurs du Ponant. On a entendu dans le podcast, j'ai entendu les comptoirs du Ponant. Je trouvais ça très drôle. Ça aurait pu, mais non, il n'y a pas beaucoup de buveurs. Hein. Les compteurs du Vu Ponant. qu'on est ASSO 1901, techniquement l'alcool est interdit. Mais donc depuis, oui, on a plus ou moins parrainé une autre association, pour le coup, qui est une association purement étudiante, ouais. Donc qui est issue de l'UBO, l'université de Brest occidentale. Et du coup, donc, de transmettre un peu notre expérience à cette jeune association. D'accord, ok. Voilà. Et tu montes ça avec qui, comment? Bah, à l'heure actuelle, effectivement, il a fallu voir un petit peu comment ça se passe le milieu étudiant. Moi, je suis plus étudiant, enfin, j'ai jamais été étudiant même, je dirais. Donc, connaître ce milieu-là m'a pris un peu de temps, on va dire. J'en apprends tous les jours même. J'ai la chance quand même d'avoir, pour le coup, des vrais étudiants avec moi. Ouais. Et le but de tout ça étant quand même de faire un peu bouger et de donner envie de faire du jeu de rôle. Ouais. C'est vrai que techniquement, quand on est étudiant, on a le temps et surtout, généralement, on peut avoir l'envie de pratiquer des activités ludiques. Donc le but étant, de mon côté, je dis bien, de mon point de vue personnel, de former un peu la nouvelle génération, dirons-nous. Ok. Ouais, donc... Et tu penses que l'association, c'est un bon modèle pour former une nouvelle génération de rôlistes? Je pense. Selon toi? Je pense. Pourquoi? C'est pas une question piège, hein. Je le pense également. Mais vous pouvez répéter la question. Bah, c'est en quoi tu penses que l'association est un modèle, un moteur pour éventuellement de nouveaux joueurs, Pourquoi est-ce que c'est important les associations dans le corps rôliste à l'heure actuelle? J'aimerais bien t'entendre sur ce sujet parce que t'es un peu le monsieur association de la cellule en fait, parce que ici il y a personne qui fait partie de l'association. T'es en fait celui d'entre nous qui connaît le mieux ce milieu-là. Oui, je pense. Et moi je crois que c'est un sujet dont on n'a pas assez parlé. On en a un petit peu parlé au tout début de la cellule, mais je pense que les associations, il faudrait vraiment faire un sujet. Un espèce de match retour, ouais, c'est ça que tu voudrais dire. Ouais, parce que il y a beaucoup d'associés qui se plaignent aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de rôlistes dans les associations. Je sais pas si c'est vrai, j'aimerais bien avoir des chiffres. Et d'ailleurs, c'est un de mes coups de gueule. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Non, mais ouais, pas de souci au pire. Hein. Je pourrais essayer de trouver des intervenants. Ça sera vraiment pas de problématique, on va dire. Pour mais le truc, c'est qu'il y a autant d'associations que
de rôlistes, que d'associés. Enfin, c'est bien vachement évidemment, compliqué. Et ils ont tous un esprit très différent et malheureusement, on peut pas inviter tout le monde. Et c'est vrai que c'est assez difficile au final à organiser. Mais je pense les associations sont clairement différentes. Je donne un exemple, j'ai été pendant plusieurs années sur la même association sur le Havre. Je suis arrivé à Brest, donc dans une autre association. Effectivement, il y a des différences, mais il y a quand même un terreau commun, je dirais. Il y a un arbre commun. Tous les associatifs l'ont, je pense. D'accord. Le fait ne serait-ce que d'être sous la loi 1901, tout simplement. Après, tu vas prendre différentes associations. Je pense que en prenant 3 intervenants différents de 3 associations, ça permet quand même de faire une émission là-dessus, en tout cas, je pense. De donner un avis qui puisse être parce intéressant. que la cellule, par exemple, n'est pas une association. Ah C'est oui. une association de fait, mais elle n'a pas de statut légal. Hein. Mais donc, du coup, moi, je suis plutôt... Enfin, le retour des associations que je sais, c'est plutôt que c'est le bordel démocratique, en fait. Effectivement, ça oblige, ce cadre légal oblige parfois à accepter des choses qu'on n'accepterait pas dans le cadre privé. Mais inversement aussi, c'est ça, c'est qu'il y a du positif aussi, c'est-à-dire que, moi, par exemple, personnellement, à titre personnel, moi, ça me convient pas du tout. Mais par contre, j'ai conscience, en tant qu'individu, en tant qu'acteur du milieu du jeu de rôle, que les associations sont indispensables pour faire vivre le jeu de rôle, qu'elles ont besoin d'être là sur le terrain, ne serait-ce que pour organiser des événements, comme les conventions, par exemple, et ce genre de choses. Tout à fait. Parce que si on laisse ça aux magasins ou aux éditeurs, on peut se retrouver rapidement avec des conventions monothématiques ou qui ne représentent pas assez. Ça peut être le problème. Ouais. Bon après, donc je tiens à préciser quand même pour les auditeurs qui nous écoutent que bon, en matière d'association, je suis pas non plus un cadre, mais la chose. T'as été président de 2 associations différentes. Oui, mais dans 2 régions bien différentes avec des. Ça va. Mais quand même. Honnêtement, tu vois, alors sans fausse modestie, c'est quelque chose aussi que j'aimerais bien dire parce que souvent ce que j'entends dans les critiques des non associatifs vis-à-vis des associatifs, c'est entre guillemets des faits d'armes. Moi, ce que j'appelle un fait d'armes, effectivement, j'ai été président d'une association à plusieurs reprises sur le Havre. Depuis peu, je suis président d'une association sur Brest. Pour moi, c'est un fait d'armes. Je m'explique. C'est-à-dire que tout le monde peut être à un moment ou à un autre président. Ça fait pas toi quelqu'un de... On n'est pas élitiste. J'essaie de m'expliquer là-dessus, c'est pas évident. Oui, je comprends. Mais c'est qu'une casquette finalement. Ça fait pas toi. Ah bah Jeff a été président. Non mais du coup tu vois, on remonte à quoi. toi beaucoup de problèmes et t'as à voir quand même avec les trésoriers et tout ça. Enfin tu vois, t'es au contact, t'es au charbon quand même par rapport à un associé. Par exemple moi j'ai été associé pendant des années à la FFJDR. Je payais ma cotisation 15 € tous les mois. Je votais de temps en temps quand c'était nécessaire et encore pas toujours. Et résultat, voilà, j'ai jamais rien foutu. Au final, je connais pas du tout. Je sais même pas ce que fait ou presque pas ce que fait la FFJDR. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le président de la FFJDR, lui, il savait exactement ce qui s'y passait. Ce que je veux dire, c'est que t'es quand même plus, même si, d'accord, c'est un titre ronflant, mais ça veut dire quand même, je suis investi dans mon assos. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Alors qu'un associé lambda, il peut ne pas du tout être vraiment investi. Et tout à fait. Après, on va pas répondre à côté de la plaque. Effectivement, tout ça marche aussi à la motivation, quoi. C'est que t'as envie de faire bouger les choses. Qu'est-ce que tu comptes faire dans cette association à Brest? Dans cette association-là, effectivement, je dirais presque toutes les associations, je dis bien, en théorie, toutes les associations ont quand même ce côté de promouvoir le jeu. Ouais. Que ce soit jeu de rôle, il y a un côté plateau. politique, il y a un côté, tu vois, c'est ça. Il y a un côté, on va montrer le jeu de rôle au public. On va l'ouvrir en fait. Voilà. C'est ce côté ouverture, de promotion et d'ouverture. Parce que l'association fait des rapports qui sont publics, qui sont diffusés. Lorsqu'elle organise un événement, tout doit être sur la place publique, donc ils sont censés l'annoncer. Donc il y a un côté ouverture. Alors qu'un cercle privé comme la cellule n'annonce pas à la ville de Saint-Malo lorsque elle enregistre un podcast typiquement, tu vois, c'est ça. Clairement, donc il y a un côté beaucoup plus ouvert, beaucoup moins fermé qu'un cercle privé. Si tu veux ma définition de l'association, effectivement, donc c'est ouverture et promotion sur une activité. Après, en ce qui concerne le jeu de rôle aussi, c'est de fournir une logistique à des joueurs. Ouais. Parce ça c'est vachement important. Un lieu pour se réunir. Un lieu, une table. Quand je dis une table, je parle pas de l'objet, mais c'est-à-dire des joueurs et des maîtres de jeu. C'est pas toujours évident. Et c'est une bonne façon aussi pour ce que je dirais des expats
bonjour, je me retrouve dans une nouvelle ville que je connais pas du tout. Ouais, ça permet Quand t'es rôliste, on a quand même un bel avantage qu'il faut garder, je trouve. C'est-à-dire de se retrouver quand même rapidement une structure amicale et compagnie, trouver du monde avec qui passer du temps. Et ça, pour ça, je trouve que voilà. Après, c'est ma petite conviction personnelle. C'est vrai que je suis fier d'être rôliste pour ça, quelque part. C'est que je me dis, bon, hop, je vais débarquer dans une ville. Il y a des grandes chances que je trouve une association, que je trouve des personnes avec qui je vais partager quelque chose. Et, faut avouer, c'est quand même classe, quoi. C'est quand même bien. D'autres actualités, Jeff? Est-ce que tu participes à des projets? Est-ce que de jeux de rôle? Bah, la cellule, forcément. Pour toi. Forcément, la cellule. Donc, ouais, mon envie est effectivement comme on appelle ça, de travailler de plus en plus pour la cellule, m'investir un peu plus. T'as des projets, des trucs que t'as envie de nous faire découvrir là, qui sont dans tes cartons Effectivement, donc c'est par rapport au one shot, c'est de proposer éventuellement deux types différents de one shot. Donc un premier qui serait un peu le one shot ovni. Effectivement, quand on prend le dernier one shot, l'un des derniers one shot qui a été fait, si Dracula pourrait rentrer dedans directement, c'est-à-dire les jeux un peu zarbes, un peu étranges, les ovnis quoi, tout simplement. Les ovnis. Faire une émission sur les ovnis quoi. Voilà, clairement. Enfin, ou du moins bien le différencier. Pas forcément en one shot, mais juste parce qu'il y a des ovnis qu'on ne peut pas tester. Ah oui. Je prends par exemple Ésothéorique de Cédric Ferrand. Qui est un jeu qui se moque de la mouvance intellectualisto, rolistico, philosophico. À lire, moi du ça jeu de m'a rôle. beaucoup fait rire. C'est génial. Voilà, c'est un ovni du genre parce que ce n'est pas vraiment un jeu, c'est plutôt une sorte de parodie de jeu. C'est un texte rôliste. Et là, on pourrait éventuellement en parler dans une émission sur les ovnis, alors que on peut pas le one-shotter parce qu'on peut pas vraiment y jouer. De même, Burps, je sais pas si vous vous souvenez du podcast qu'on a fait sur Burps, est un texte parodique. Ah, vous étiez arraché les cheveux du crâne, je me rappelle. Et on n'avait pas pu le tester vraiment, mais ça, je trouve que c'est vrai que c'est des textes, des choses dont il faudrait parler, et pourquoi pas faire une émission spéciale. Darky, tu voulais intervenir Non, j'avais pas tout à fait compris pourquoi on pouvait pas les tester. Ésothéorique. Ouais. Mais je sais même pas s'il y a un système de jeu, je crois que c'est juste une note d'intention. D'accord. Parodique. Okay. Ouais. Je crois pas que c'est... Je me souviens plus exactement, mais il me semble pas que ce soit jouable, tu vois. C'est juste une simulacre de jeu de rôle pour se moquer de la mouvance intellectualiste du JDR, quoi. D'accord. Donc voilà. Ça, c'est une rubrique ovni, quoi. Une rubrique ovni, on va dire. Ça pourrait être sympa. Ça, je suis sûr que les auditeurs derrière, ils sont en train de se dire, ça pourrait vraiment être sympa, je pense. Mais qui pourrait être à la fois one shot ou à la fois tout simplement une espèce de découverte. N'hésitez pas, les auditeurs, à mettre des commentaires sur ce podcast. Si vous avez comme ça, on va acheter des idées en pâture. S'il y a des idées qui vous plaisent, à voter entre guillemets pour elles en mettant un petit commentaire. Ouais, tout à fait. Ouais, l'idée ovni là, c'est. Je pense que ça m'intéresse. Je vais en balancer quelques-unes comme ça. Ça m'intéresse aussi éventuellement d'avoir des retours, parce que effectivement l'autre qui m'intéresserait, ce serait de faire encore une fois une variante de one shot. Consacré plutôt à ce que j'appellerais les classiques. Tous ces jeux où à un moment donné tu t'investis dans la culture rôliste, t'en entends parler et malheureusement tu vas pas y jouer parce que c'est plus édité malheureusement ou bref. Ça on le fait en fait. En fait on le fait déjà dans One Shot. Ça nous arrive de playtester des vieux jeux. Oui, tout à fait. On a playtesté Cthulhu durant cette saison et puis on en playtestera d'autres des vieux jeux. Alors rapidement, Cthulhu c'est quand même un vieux jeu certes, mais c'est un vieux jeu qui est toujours en cours d'activité. Alors, d'accord, tu parles des vieux jeux collector. Toi, t'as une idée en tête, c'est le jeu dont tu nous avais parlé, là. Miles Christie, voilà. Par exemple. Ça, moi, je meurs d'envie de tester ça. Il paraît que c'est incroyable. Miles Christie, effectivement, limite, est-ce que c'est pas presque classable dans la catégorie ovni, en fait? Vu la modernité du jeu à l'époque où il a été fait. C'est tellement moderne comme un avant-gardiste, c'est ça que tu veux dire? Avant-gardiste, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il peut dire ça, quelque part. Mais bon. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On va pas non plus faire le podcast sur Miles Christie avant le podcast, mais c'est vraiment un jeu. Je vous invite auditeurs à aller voir. Ce genre de jeu tel que Miles Christie, Chimère et compagnie. Des jeux généralement que tout joueur va entendre un moment, va se dire ça doit être sympa, mais malheureusement j'ai jamais joué. Ouais, je sais, tu me regardes. Moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé au fin fond d'un magasin de jeux de rôle caché derrière toutes les nouvelles bases. Adrien Cahuzac est meneur de Hurlements et de Chimères, donc il peut nous le faire. Ce podcast. Ce serait vachement intéressant.
Au niveau des actus, des coups de cœur, coups de gueule, est-ce que on fait le tour des actus et puis on fera les coups de cœur, coups de gueule? Oui, après je pense. Okay. Dernier truc, effectivement, moi je continue à travailler un petit peu sur mon JDR de côté et j'espère, si tout va bien, en fin d'année, vous le faire playtester. Yes. Donc, alors, tu peux nous en parler un petit peu là, mets-nous l'eau à la bouche. En gros, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que tu proposes de faire? On va dire, c'est une réflexion, donc ce sera un jeu à ambiance dans une époque contemporaine, en réalité légèrement alternée, on va dire. Et la question qui est posée, c'est où s'arrête la différence entre l'homme et la bête. Donc jouer un individu qui va se comporter de plus en plus de façon bestiale et qui va sûrement avoir des capacités liées à ça. D'accord. En gros, taper plus ou moins sur le mythe du lycanthropisme, on va dire. D'accord. Mais je veux pas tomber dans le travers de vous jouer des loups-garous. D'accord. Non. Ok, ça a l'air intéressant. Il y a ouais. Dit comme ça veut pas dire grand chose, mais j'attends le playtest pour en parler. Ça peut déjà dire beaucoup de choses. Flavie, au niveau des actus, toi t'as toujours ton projet de jeu de rôle de Medfly qui traîne dans les tiroirs. Ouais, mais mon actu actuel c'est Tête sous l'eau. Ouais. Tête sous l'eau, j'ai repris le boulot après. C'est un nouveau jeu japonais? Exactement. Tête sous l'eau, Kalikami. J'ai repris le boulot avec un triple niveau bien bourrin avec plein d'élèves dedans, plus un bébé. Et j'ai réussi à garder un peu de temps pour lire et faire quelques relectures. Et voilà. Sinon, je rentre le soir, il est 7h30, je m'occupe de mon bébé une demi-heure. Je le couche. Je relis quelques petites choses et puis je vais dormir. C'est une catastrophe. Ah, donc Fly est en train de développer un JDR qui s'appelle La vraie vie RPG. Ouais, c'est ça. Elle bosse beaucoup sur l'immersion. Tête sous l'eau, c'est à fond. Ouais, grave. Voilà. C'est aussi pour ça que je participe pas à beaucoup de podcasts parce que même si ça me tente bien, je dors de temps en temps. Ça m'aide. Voilà. Ouais. On a commencé à réfléchir un petit peu aussi à l'idée du Medfly, essayer de le travailler à deux pour que tu puisses en fait réfléchir à tes idées dans la bagnole, me les donner le soir et que je puisse le matin commencer à les rédiger. Le problème, c'est que moi aussi, j'ai la tête sous l'eau. Il y a plein de projets en cours et donc c'est assez chaud. Moi, mon actu, en fait, elle est assez proche finalement de celle de Fly, puisque comme vous le savez, nous sommes mariés et nous avons un enfant. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile, même pour la cellule. Je le cache pas aux auditeurs, c'est compliqué d'organiser des week-ends d'enregistrement de podcasts. D'ailleurs, ces week-ends sont de plus en plus tendus. On essaye d'en enregistrer pas mal. Même on a aussi le podcast du Val qu'on essaye de poursuivre avec Jeff et Darky justement, qui nous prend aussi pas mal de temps. Donc c'est vrai que c'est assez tendu, mais bon, on tient le coup, vraiment. De côté actualité, toi. Hello. Darky. Oula, beaucoup de choses sur le JDR. Il y a la conception d'un jeu, le Val. Ouais. Il y a Attends, quand tu dis jeu vidéo. D'un jeu vidéo. Un jeu vidéo, pardon. Il est en train de coder en fait le jeu vidéo du Val pour pouvoir poutrer la gueule à des amis qui sont à l'autre bout de la planète via le net. Peut-être aussi. Ça faut en parler un petit peu quand même parce que c'est vrai que comme vous le savez, j'ai pris position très souvent sur internet pour dire que le Val n'était pas un jeu vidéo et que du coup ce que je voulais avec le Val, c'est que les gens se rencontrent vraiment. Au sens où on rencontre des étoiles en vrai et le problème de cette attitude, c'est qu'elle ne tient pas face à la modernité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je reçois de nombreux mails. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes en 2014. Exactement. Et je reçois beaucoup de mails qui me disent moi je vais le faire le jeu. Moi je vais le faire. Et le problème, c'est que souvent, ces mails, c'est des gens soit que je connais pas, soit qui me sont pas suffisamment proches pour me dire quel genre de jeu ils vont faire. J'ai vu aussi passer des mails de personnes qui jouaient sur des plateformes standards de jeux de société. Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Je sais plus. Mais t'as vu ça aussi. Et le problème, c'est que ça ne rend pas du tout l'effet que je veux pour le jeu. Autrement dit, je m'explique. De toute façon, que je dise oui ou non à ce projet de jeu vidéo autour du Val, il y a des gens qui joueront au Val en ligne. De toute façon. J'ai beau résister, j'ai beau dire non, c'est pas fait pour ça, le Val c'est pas fait pour jouer en ligne et tout. De toute façon, je crois que le monde va dans ce sens de Internet Power, réseau, etc. Et donc de toute façon, je vais perdre. C'est-à-dire que tôt ou tard, il y aura un jeu vidéo qui sera développé. Ah mais ça, et voilà. C'est couru d'avance. Ouais. Donc c'est couru d'avance. Donc je me suis dit, voilà, je l'annonce dans ce bonus, je me suis dit, quitte à ce qu'il y ait un jeu vidéo qui soit développé sur le Val et quitte à ce que les gens jouent
au Val en ligne, autant que ce soit moi et Ben, les deux gros fans du Val, s'il en est, qui le développons. Comme ça, au moins, on est sûr que le jeu avec lequel vous jouerez sera de bonne qualité. Ça me fait un peu penser à tous ces débats, vous savez, sur la marijuana et sur la légalisation du cannabis. C'est-à-dire que les États, dans le fond, ne sont pas d'accord pour que les gens en prennent, mais ils se disent au moins, si on contrôle la production de cannabis et sa légalisation, au moins les gens fumeront des choses de bonne qualité. Et j'ai envie de dire que pour le jeu vidéo du Val, c'est exactement pareil. Plutôt que les gens aient des petites expériences chacun dans leur coin avec des logiciels qui sont pas vraiment faits pour ça ou des choses, des petites applis ou des trucs comme ça, on s'est dit avec Darky, pari tenu, on va faire un vrai jeu qui est vraiment avec l'esprit du jeu du Val, avec une histoire qui va préserver la couleur, quoi. Absolument. Et ce qu'on veut, c'est que dans le jeu vidéo, il n'y ait pas que du jeu de cartes. C'est-à-dire qu'il y aura aussi un scénar, il y aura des persos que vous allez découvrir, des biographies déterrées, de l'univers, de l'ambiance. Il y aura plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous les deux fans de jeux vidéo. Voilà, on est tous les deux fans de jeux vidéo. Évidemment. On va pas faire un jeu qui va copier un peu le Val, c'est qu'on veut faire un jeu vidéo du Val. Voilà, exactement. C'est ça. Le but, c'est pas uniquement de jouer au Val en ligne, c'est aussi de proposer un jeu un petit peu comme le Magic, The Duels of Planeswalkers ou Planeswalker, je sais plus, sur très bel accent que Magic le Val propose. Est en français, nous le rappelons. Ouais, nous on veut faire un Val qui soit de la gueule, quoi. Duels of Étoiles. De façon à ce que il y ait pas donc voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas de entre guillemets, que le Val ne soit pas un mauvais jeu vidéo, qu'au moins le jeu soit contrôlé par. Est-ce que je peux faire une version japonaise? Au couteau Noval. Donc voilà, donc j'imagine trop la pub avec le texte fluorescent qui arrive par-dessus. Donc voilà sur quoi on travaille. C'est vrai que le Val nous prend pas mal de temps aussi à Darky et à moi au niveau du codage, au niveau de l'histoire et tout. À l'heure actuelle, on est déjà en bêta sur le Val 2, donc le deuxième Val qui devrait sortir. On est en train de le tester là. On est aussi en train d'essayer de souder la communauté du Val. Je sais que toi, dans ton asso, notamment à Brest, Jeff, justement, il y a de fortes chances pour que tu organises des événements. C'est le but, ouais, effectivement. On essaye de rassembler les joueurs de Val. C'est pas facile. C'est très éclaté. Les gens n'inscrivent pas forcément leur force céleste sur le forum, donc on ne sait pas forcément qui joue pas. Il y a de plus en plus de Val dans la nature, ça je peux vous le dire. Hein. Les exemplaires du Val que j'ai réimprimés commencent de plus en plus à diminuer. Ils ont pris dans la tronche. On avait 200 de plus qui ont été imprimés. Et là, il doit en rester une. Tu sais, les étoiles sont tellement loin, le temps que la lumière arrive. Je sais qu'à Noël, il y a un mois, il y a eu une flopée de Val qui ont été diffusées. Le jeu a vraiment beaucoup marché à Noël. Donc il y a des gens qui jouent au Val, mais on ne sait pas encore très bien comment les réunir, comment les identifier. Et le Val 2, j'espère, pourra les réunir. Ça, c'est bien parce que ça permet un peu de parler de nos deux actualités en même temps. Alors ton actu, Darky, en plus de ce jeu. En plus de ça, donc les ateliers imaginaires. Ouais, tiens, ouais. Pas une mince affaire aussi, hein, avec notamment l'ajout de Thomas Munier récemment. Exactement, ouais. Donc, nouvelles personnes, nouvelles exigences. Un nouveau forum, un nouveau style, un nouvel administrateur, etc., etc. Donc ça s'est mis en place assez bien. Aussi, du coup, pour le jeu, je code une intelligence artificielle pour pouvoir jouer tout seul. Au Val, ouais. Au Val, ouais. Ça, c'est chaud aussi. Et toutes les statistiques que tu proposes sur le podcast du Val. Du coup, ça me permet aussi de faire d'envisager de faire des parties qui se jouent toutes seules et donc de faire des statistiques sur des parties, en fait. Si on fait 1 milliard de parties où l'IA joue contre elle-même, on peut savoir, par exemple, si le jeu est équilibré. Pourquoi pas? Ouais. Ou ce genre de truc. Donc, t'as une partie codage. Sinon, Tetsulo un petit peu aussi, hein, je termine mes études. Et j'essaie de finir ma Sens avec ma table qui vient de commencer Sens mort. Mais bon, c'est dur de se réunir. Bah ouais. Oh là là. Le problème du jeu de rôle, malheureusement, c'est de réunir les joueurs.
Moi, juste pour finir sur l'actualité, moi j'aurais des tas de choses à dire. Première actualité, moi où je suis très content, c'est la venue de Sébastien Sellerin sur le podcast de la Cellule. Je sais pas si vous avez remarqué, chers auditeurs, mais on a des invités, ça c'est très très bien, de plus en plus entre guillemets prestigieux, c'est-à-dire des gens vraiment du milieu du jeu de rôle qui connaissent le jeu de rôle depuis longtemps, des gens comme le Grumpf, des gens comme Sébastien Sellerin qui viennent, et également aussi des gens assez prestigieux qui viennent de l'extérieur, comme Olivier Sten par exemple, qui nous a fait l'honneur de plusieurs podcasts, et ça c'est vraiment super. Je sens globalement, et ça c'est je suis déjà presque en train de rentrer dans les coups de cœur, qu'il y a vraiment, la cellule, cette saison a vraiment explosé. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On fait des audiences incroyables. On a plus de 1000 visites le jeudi quand le podcast est visité. Il y a plus de 1000 visites sur le blog. Il y a plus de 12 000 vues sur le blog par mois. Donc c'est bien quand même pour un blog qui n'a que 4 actualités finalement par mois ou presque. C'est-à-dire 4 podcasts. Et puis un petit côté référence. Je m'explique. Ça me fait plaisir. Il y a peu, j'ai vu dans une discussion sur Facebook sur le jeu de rôle en général, à un moment, une personne citait la cellule en exemple, en prenant un garage, en disant regarde, écoute ce garage, t'auras peut-être des éléments de réponse. Moi, je sais pas si vous le sentez, mais quand je vais sur des conventions, notamment, je sens il y a un vrai engouement. Les gens, ils viennent nous voir, ils viennent nous parler, du podcast numéro tant, 43e minute, 21 secondes. Ouais. Eux, ils connaissent le truc, alors que nous, parfois, justement, comme on a la tête dans le guidon, on s'en souvient pas toujours de ce qu'on racontait ce jour-là et tout. Et il y a un engouement. Moi, ce qui m'enchante, c'est les mails que je reçois de personnes qui me disent les choses suivantes. Soit, je ne connaissais pas le jeu de rôle et la cellule m'a permis de faire d'apprendre le jeu de rôle. J'en ai reçu un, je l'ai lu tout à l'heure d'ailleurs à Darky, de, comment s'appelle-t-il, Champlone, qu'on salue au passage dans ce bonus. Il y a des tas, je reçois, alors je peux pas dire tous les pseudos et tout, mais des gens qui me disent j'avais arrêté le jeu de rôle et j'ai repris aussi. Donc il y a différents types, des gens qui s'y mettent parce qu'ils écoutent les podcasts, des gens qui s'y remettent parce qu'ils écoutent les podcasts. Très souvent des gens qui nous félicitent aussi sur la qualité des intervenants et des débats en fait entrepris. Ça c'est vraiment, on sent qu'il y a vraiment un engouement autour de notre podcast, et ça, on tient vraiment vous derrière vos écouteurs aujourd'hui, dans votre voiture en ce moment, dans les transports en commun. Merci à vous, on ne vous le dira jamais assez. Merci. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de la cellule, et ça nous fait vraiment très 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 plaisir. Ouais, parce que mine de rien, j'aimerais bien le redire, mais nous, ce qu'on fait, on le fait par passion, on gagne pas d'argent en le faisant, donc nous c'est vraiment, on fait un truc qui nous plaît, c'était le but à la base. Exactement. Et on est content qu'il y ait d'autres personnes à qui ça plaise. Nous, notre but c'est ça, c'est de rencontrer de plus en plus de rôlistes, de plus en plus de manières de jouer. Et là, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des rôlistes qui sont, on va dire, j'aime pas dire des vieux rôlistes parce que c'est un peu péjoratif, mais comment dire, des gens qui ont fait la génération d'avant, qui viennent vers la cellule un petit peu comme ça y est, maintenant c'est chez vous que ça se passe, les petits jeunes, et ça on le sent vraiment. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se mettre en place. Ça nous fait très plaisir, comme un passage de témoin. Carrément. Ouais, et puis au-delà de ça, on a continué à faire un truc qui nous plaisait. On s'est pas posé plus de questions que ça. On a voulu continuer à faire des choses qu'on aimait aussi, parce que mine de rien, on accueille les gens chez nous, Romaric et moi. Donc du coup, on voulait que ça continue à nous plaire et que ça devienne jamais une contrainte. Voilà. Et du coup, c'est bien si ça continue comme ça. Puis pour appuyer un peu les propos de Fly, parce que je dirais effectivement passionné, bénévole, et surtout, enfin, un côté aussi d'aider un petit peu à faire avancer certains débats, certaines réflexions, ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est important quand même de le souligner, ça. On n'est pas contre la contradiction. On dit ce qu'on pense naturellement. Puis, et on essaye. Même depuis le début de la cellule, moi j'estime avoir énormément changé d'avis sur plein de choses. Moi aussi, pareil. On a rencontré plein de gens différents, et quand on a commencé, moi j'avais des idées assez arrêtées sur certaines choses, et maintenant ça c'est plus le cas. Maintenant je peux envisager plein d'autres trucs, et je trouve ça très bien. J'ai beaucoup changé d'avis, et je continuerai certainement encore. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est parce que vous êtes là, chers auditeurs.
Et c'est vous qui nous faites changer d'avis. En venant, en écrivant un mail en disant tiens, j'ai envie de vous présenter tel jeu, telle chose, telle vision. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la cellule, c'est un échange entre vous et nous aussi à ce niveau-là. Et c'est vraiment capital et c'est ça qui nous fait progresser et évoluer. Donc ça, c'était un petit peu coup de gueule actu entre guillemets. C'est la cellule explose dans le bon sens du terme et ça nous fait vraiment très 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 plaisir. Donc rassurez-vous, hein, c'est pas parce que ça explose qu'il va y avoir de la publicité, c'est pas parce que ça explose que ça va devenir payant. Vous avez le don PayPal, vous le savez, je vais pas m'amuser à le répéter à chaque podcast. Ces dons, de toute façon, ils ne sont pas finalement vraiment pour la cellule, ils sont plutôt pour Fly et moi, donc pour tout ce qui est de l'ordre de l'accueil. C'est tout con, mais quand on accueille des gens, bah voilà, on dépense de l'eau, on dépense de l'électricité, on dépense du chauffage. On leur donne à manger. On leur donne à manger. Un petit peu à boire. Voilà, un petit peu à boire, etc. Et donc, du coup, les dons PayPal que vous donnez, ils arrivent sur le compte, entre guillemets, de la baronnie. Donc, il faut pas vous dire, je donne pour donner à tel auteur qui est venu ou à tel truc. C'est pas vrai. La cellule, ça marche pas comme ça. La cellule, c'est chez Rome et Fly. Donc, quand vous donnez, vous savez que vous donnez à Rome et Fly. C'est pas, voilà. Ça permet ainsi d'inviter plus de gens. Me permettant ainsi d'inviter plus de gens. Tout à fait. Et sans tomber dans l'autocongratulation, on va dire. Merci Rome, merci Fly, parce que vous nous permettez quand même de nous exprimer. Très bien, tu peux rester encore là cette nuit, Jeff. Merci. J'ai dit merci aussi, moi. J'ai eu peur, Ben. Toi aussi, Darky, tu pourras rester. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais dormir dans ta voiture en plus. Dans le grenier au fond. Non, mais sérieusement, merci. Ouais. Donc voilà, ça il faut le savoir, il y a un don PayPal à côté. Bon, si vous aimez la cellule, vous pouvez vous en servir, mais rassurez-vous, rien ne sera payant. Moi, ce que je vais essayer de faire et de mettre en place, c'est que les gens qui donnent quand même et des podcasts, moi j'aimerais bien des podcasts bonus ou des podcasts en plus, quoi. Ça j'aimerais bien tous les ans qu'on fasse un podcast pour les gens qui nous donnent des sous et qu'on leur donne un bonus, un truc supplémentaire, un petit truc rigolo, je sais pas. Donc ça, on va essayer de le mettre en place cette année. Ce serait vraiment sympa, je pense. Et du coup, je vais avoir besoin de tes capacités de codeur, Dark, parce qu'il faut vraiment coder une page sur laquelle t'accèdes après avoir fait le don PayPal et tout. Une petite page secrète pour les donneurs. Ouais, ça serait pas mal, une petite page comme ça. Donc ça va être mis en place, mais c'est déjà le cas. Si tu donnes PayPal et que tu suis après le PayPal, il te donne un lien à suivre. Et il y a un podcast bonus si on suit. Donc il y a déjà un podcast bonus. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que tous les ans ils changent de façon à inciter les gens à donner même des petites sommes tous les ans de façon à découvrir. Tu vois ce que je veux faire, c'est une mailing list. Ça fait encore plus secret, quoi. Une fois que t'as donné, tu reçois par email le podcast secret. Le problème de la mailing list, c'est que pour moi, c'est difficile à gérer. Ouais. Bon, ça s'automatise, mais bon. Ouais, ça s'automatise. Ouais. Ça, il faut que tu m'en parles parce que moi, pour moi, mailing list, tout de suite, ça sonne une centaine de mails supplémentaires et comme j'en reçois déjà pas mal. T'inquiète pas, il y a un truc à faire. Voilà. Donc on verra ça de toute façon ensemble. Ça c'est un peu notre tambouille. Autre actu à mon sujet, c'est la continuation évidemment de mon exalogie de Sens qui touche à sa fin. Mine de rien, on rentre gentiment dans la seconde partie. Dans la seconde partie de Sens, que là Sens Cosmo est bien avancé à l'heure où nous parlons. Il y a peut-être même déjà des tables qui le playtestent. Et en ce moment, en même temps que Sens Cosmo, j'écris en même temps Sens Création. Si, vas-y, viens. Allez, viens. C'est un podcast bonus. Donc tu peux même venir dire bonjour. Alors ça, c'est extraordinaire. On en parlait il y a 30 secondes. C'est ces gens qui viennent comme ça passer tranquillement sur la cellule. Dis juste bonjour. Allez, LG. Allez, ça va. Bonjour aux auditeurs. Voilà. Donc LG vient d'arriver avec dans sa besace DD 4. C'est pour un des prochains one shot et un des prochains one shot. Du coup, je vais peut-être aller faire à manger, moi. T'as pas un coup de gueule. Allez, tes coups de gueule. Mon coup de gueule, ça concerne M14 hétéro, ça magique. Putain, c'est merdique. Je veux de la bonne carte. Et même les méga rares, elles sont à chier, putain. Ah là là. Un dieu que tu poses. Il faut attendre qu'il y ait, je sais plus, plein de verres, par exemple, pour Niléa, pour que ça devienne autre chose qu'un putain d'enchantement. Et même quand c'est un enchantement, c'est juste une 6-6, quoi. Non, mais putain, mais les mecs créateurs de Magic, je veux de la bonne carte. Moi, je veux un truc qui se joue, moi. Comprends. Bah, écoute, je joue au Val. Alors. Voilà.
Et en plus, j'étais un peu déçue parce que c'était de l'Antiquité. Je me disais, on va recevoir la force à Kratos, quoi. La force à Kratos. Et en fait, il y a même pas la force à Kratos dedans. C'est nul. Voilà. Et ton coup de cœur? Mon coup de cœur, ça concerne Sur les épaules de Darwin sur France Inter. D'accord. Qui est une mine d'or, scientifique. Ça me donne plein d'idées, plein de scénars. Pour un jour, on sait jamais si j'ai à nouveau du temps. Voilà. Donc en fait, c'est un peu tu trouves que c'est un peu un ADN pour les gens qui font du jeu de rôle. Et puis c'est tellement bien fait, le gars, quand il raconte. Tu peux nous parler un peu de l'émission? C'est quoi le thème? En fait, Sur les épaules de Darwin, c'est un sujet différent par semaine qui concerne les avancées scientifiques et sur les conséquences de ces avancées scientifiques ou de ces découvertes scientifiques. C'est un gars qui a préparé quelque chose, en fait, qui le lit, mais qui le lit d'une très belle façon. C'est-à-dire, c'est pas une lecture chiante. Il le fait très bien. Il explique bien toutes les conséquences de certaines avancées scientifiques et ça me fait rêver. Et c'est hyper bien fait, il a une voix hyper agréable à écouter. Voilà, je conseille Sur les épaules de Darwin. Voilà. Yes. Ça existe depuis longtemps, mais moi j'ai découvert ça que cette année. Voilà. Ok. Ah bah c'est sympa, ça peut être un bon truc de culture Bon, G. je vous laisse, je vais aller faire à manger. D'accord. En plus j'ai faim. Darky, on Moi passe. aussi. Yes. On passe à tes. Coup de cœur, coup de gueule, c'est ça? Ouais, Avant, alors, actualité. Juste actualité. J'ai pas fini mes actualités de Sens. Juste pour dire que Vas-y, je suis en train termine. d'écrire Sens Création et Sens Cosmo en même temps et que la Guerre des Immortels devrait sortir tout bientôt. Valère m'a déjà dévoilé les premières minutes. C'est magnifique. C'est à tomber par terre. Avec toujours la voix de Benoît Alman. Donc ça sortira dans le courant du mois prochain. Donc voilà. Alors j'imagine que vu que c'est Valère et qu'il est toujours en retard, ça sortira plutôt à la fin du mois. Voilà, mais bon, c'est annoncé. J'ai une question comme ça, c'est annoncé prochain. combien de minutes à peu près pour la Guerre des Immortels 2? La Guerre des Immortels 2 est un petit peu plus courte. Elle dure 7 minutes Ouais, 30. il me semble que c'est ça. Quelque chose comme ça, ou 7 minutes 20. Ouais. Voilà. Et joueur de sens, c'est une tuerie. Ah, toi, Vous allez être content. t'as entendu juste La version narration. audio, et Ouais, voilà, ça m'a c'est suffi, donc c'est pour dire. Dark, coup de cœur, coup de gueule, c'est parti. Avant actualité, je prévois de faire un podcast ADN un peu à la manière d'Olivier sur le terrorisme. Ah oui, Le précédent podcast qu'il Très avait fait. très bon ADN. Voilà, ouais, j'avais beaucoup aimé ce format en fait. Très spécialisé, un dossier qu'il avait vraiment taffé quoi. Une heure avant sous un Sous un sous un arbre. Sous un arbre, il y a Mais des ça, photos qui ça c'est Olivier quoi. Hein, c'est le genre d'étudiant qui bosse une heure avant et qui a 20 sur 20 et tout le monde est dégoûté. Ouais, c'est ça. Et donc moi j'aimerais faire dans un futur proche un podcast sur l'éloge de l'oisiveté, In Praise of Idleness de Bertrand Russell. Et alors peut-être moins sur l'aspect politique que sur l'aspect personnel. Qu'est-ce qu'on gagne à savoir prendre du temps, essayer de pas travailler? Ouais, ça c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur et qui est très intéressant. C'est voilà, et qui rentre aussi dans le cadre. Moi, je pense qu'Olivier serait pertinent même pour être avec toi parce que tu sais, il a fait cette distinction entre le travail et le loisir dans son. Enfin. Ah oui, tout à fait. Mais j'ai même il a une vision très politique des choses. Par Ouais. contre, il va considérer que c'est la société d'exploitation, de Non, consommation. mais je pense qu'il partira dans ton sens. C'est-à-dire que si je me rappelle bien ce que j'avais écouté sur l'ADN sur le terrorisme, Jeff. il dit bien que travailler sur des petites choses, façon de parler, qui te rapportent rien, c'est quand même vachement intéressant. C'est que le travail ne doit pas forcément être rémunéré. Mais en fait, c'est le truc, c'était l'opposition entre le travail contrainte fatigue. C'est-à-dire que si tu te fatigues, c'est un travail. Et si tu t'amuses, c'est plus un travail. Or, Oui, on s'aperçoit qu'en fait, il y a du travail qui est pas vraiment, enfin, comment dire, On a suffisamment teasé. Faudra écouter ouais, le podcast. ouais, voilà, Ouais, c'est je ça. pense. Bon, allez, on a l'oisiveté. assez clair. Donc coup de cœur, coup de gueule. cœur. Alors coup de cœur, un super podcast que fait Arte en ce moment qui s'appelle Beats, B majuscule I T majuscule S majuscule, qui parle de la culture geek en une dizaine de minutes, il me semble, par épisode. Et alors, ils le font de manière fantastique. C'est vraiment incroyable. Premier épisode, 10 minutes, ils vont parler de l'immersion du jeu vidéo. Est-ce que ça rend gaga? Est-ce que ça rend pas gaga? En 10 minutes, ils défoncent absolument toute tentative de documentaire qui a été fait à la télé sur le jeu de rôle. Le discours est intelligent, précis et assez loufoque pour être intriguant. Et toujours avec une conclusion ouverte. C'est passionnant. Ils interrogent des geeks féroces, mais toujours ouverts d'esprit. L'épisode est monstrueux. Et puis, ça va vraiment très loin parce que l'épisode 2 va parler de cinéma. Donc ils prennent pas les geeks juste pour jeux vidéo, jeux de rôle, ils les prennent comme la vraie définition d'un geek, quelqu'un curieux. De passionné. Exactement. Donc l'épisode 2 c'est sur le cinéma et est-ce que la motion capture et ces nouveaux inventions vont dénaturer le cinéma ou pas. Ils vont avoir un épisode 3 sur l'art, le jeu et l'art. Un épisode
4 sur les 50 ans de Doctor Who, il me semble, qui était fantastique. Ça pourrait être aussi un coup de cœur cette année, c'est les 50 ans de Doctor Who. à tous les Whovians, je dis salut. Et ils commencent à être vraiment nombreux d'ailleurs. Hein. Ah bah ouais, je crois qu'on est on est tout l'univers à peu près. Hein. De Gallifrey jusqu'à bref. Beats, c'est incroyable, c'est une super série podcastique documentaire d'Arte. Ça c'était mon coup de cœur. Mon deuxième coup de cœur, parce que j'en ai 17, c'est non. Donc un coup de gueule, c'est ça. Coup de gueule, je vais être très classique. Coup de gueule contre le temps. On est tous la tête sous l'eau en fait. Exactement. Et en l'occurrence, on joue tous ce jeu de Fly là. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un peu la vraie vie RPG. Ouais. Qui nous fait donc ça c'est le coup de gueule qui m'empêche de finir en tout cas en ce moment, qui me fait ralentir dans beaucoup de mes projets, notamment le Val, le jeu vidéo qui est quasiment fini. Parce qu'en fait c'est un coup de gueule contre toi-même. C'est ça. Non, contre l'univers. Contre l'univers. L'univers m'en veut personnellement, je pense. Le temps qu'il ne te donne pas, c'est ça. Ouais. L'espèce de sablier qui donne à chaque être humain et qui fait qu'on se presse et qu'on n'arrive pas à tout finir et qu'on est un peu. Et moi aussi, j'ai un coup de gueule contre moi-même. T'as fait le tour de tes coups de cœur, coups de gueule. A priori, oui. Ouais. Moi, c'est mon coup de gueule contre moi-même, c'est tous ces mails que je reçois de Steve Jakubowicz, de Moragas Florent, de Kramal sur Sophisme, qui me demandent de tester des jeux comme Sophisme et Simulacre, comme Insectopia, Olivier de Proxy Jeux qui me demande d'enregistrer des podcasts avec lui, des gens comme Cobal aussi à qui je dis depuis des années que j'irai prendre une bière à Paris et enregistrer des... Et tous ces gens avec qui finalement ça ne se fait pas, et ça me fait mal. Donc je tourne ce coup de gueule contre moi-même. Je dis, je vais essayer de me forcer cette année à tenir mes promesses, toutes ces promesses que je fais par mail. C'est pas facile. Comme Flavie vous l'a dit tout à l'heure, on est jeune papa, jeune maman. Ça commence à devenir vraiment tendu pour trouver du temps pour se voir et tout. Donc évidemment pour aller sur Paris enregistrer des podcasts avec les copains, ou même pour accueillir des gens à la Barreau pour enregistrer des émissions, ça devient vraiment tendu. Donc voilà, mais effectivement, moi je suis un petit peu comme toi en fait, Darky. J'ai un coup de gueule contre l'univers et le temps qui nous manque. C'est ça, hein, les secondes elles durent une seconde, c'est inadmissible. Ça devrait durer 8 ans à peu près et on aurait des journées complètes. Autre coup de gueule, alors je sais pas tellement comment le classer, c'est un sentiment général par rapport à la fin de la Fédération française de jeux de rôle. C'est un sentiment de pagaille dans le milieu du jeu de rôle lié à cette association, et je ne comprends pas pourquoi. C'est pas vraiment d'ailleurs un coup de gueule, c'est plutôt moi quand j'ai appris la fin de la Fédération française de jeux de rôle, j'étais plutôt désolé, en train de me dire c'est con, on va perdre un site qui a une bonne visibilité sur Google, qui a une bonne visibilité du point de vue étatique entre guillemets, et faute de finalement pas l'avoir suffisamment investi nous-mêmes. Et donc c'est une sorte de coup de gueule là aussi, retourné un peu contre nous-mêmes, en tout cas contre moi, de me dire putain, j'ai été membre de cet asso pendant des années et en fait j'ai rien fait pour elle, et maintenant elle meurt, et je me dis, est-ce qu'il fallait pas finalement s'en servir? Est-ce que c'était pas finalement une bonne idée ou pas? Et je ne sais pas. Et je finis sur ce doute à l'égard de cette Fédération française de jeux de rôle. Est-ce que finalement il fallait pas s'en servir? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre, alors partir en pagaille sur ça? Alors est-ce qu'on n'est pas en train de perdre finalement quelque chose qui aurait pu nous servir? Alors bon, je sais que beaucoup de personnes disent non, ça servait à rien. La FFJDR, c'était un organe mort qui a servi pendant les affaires Mireille Dumas de tampon, on va dire, ou en tout cas de paravent contre les crachats médiatiques. Mais je sais pas, je me dis, est-ce qu'il y avait pas quelque chose à faire avec cette association? De toute façon, je crois que ça va être un peu le drame à mon avis, le drame de la chute de la FFJDR, on va dire, c'est que ça va laisser en suspens pas mal d'interrogations, on va dire. Pas mal de questions et pas mal de réflexions. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que c'était le bon format, par exemple? On a beaucoup reproché à la FFJDR de ne pas être une fédération et d'être en fait une association cachée derrière son nom de fédération. Pour avoir côtoyé des personnes qui ont fait partie de la FFJDR, c'est vrai que il y avait ce côté, il y a encore quelques années, de râler à tout va sur la FFJDR. J'en ai fait partie, hein, je le reconnais. Contre la FFJDR. J'ai râlé et comment suivant le mouvement. Comment t'as vécu la fin là-dessus, moi, je trouve. Ouais. Comment t'as vécu la fin de la Fédération française de jeux de rôle? Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Est-ce que
Le nom même, parce que il y a des gens qui vont dire en écoutant ce podcast, dire mais on s'en fout, c'est une association parmi les autres, elle. Mais je sais pas. Est-ce que c'était vraiment une association parmi les autres? J'étais comme je le disais tout à l'heure, j'étais plutôt contre et au tout départ contre parce que tout le monde était contre. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait le mouton. Mais clairement, après au bout d'un certain temps, je me suis vraiment posé la question de la FFJDR et en discutant notamment avec un pote à moi, donc Jean-Baptiste Gibeux, que tu as déjà eu sur le podcast de l'association, sur le podcast de l'association, il explique tout l'aspect juridique de l'association, c'est très intéressant. Il est méchant brut en droit, effectivement. Il est très intéressant ce mec-là. Effectivement, quand un mec comme ça te dit c'est bien gentil de gueuler sur la FFJDR, mais si entre guillemets les gens n'aiment pas la FFJDR, c'est pas dur de prendre le contrôle de la FFJDR. Et c'était le cas il y a encore quelques années. Mais c'était beaucoup de taf, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc ce qui fait qu'avec la chute de la FFJDR, mon point de vue perso, c'est que je me suis dit, c'était annoncé que ça allait tomber un moment ou un autre, mais malheureusement en tombant, et j'assume ce point de vue-là, est-ce que c'est pas tout simplement, ça va pas cristalliser des travers qu'on avait nous en tant qu'associatifs? Est-ce que ça va pas cristalliser entre guillemets notre mauvaise foi? Enfin, pas mal de choses. Ça aurait pas dû tomber de cette façon-là, je pense. C'est curieux. Je sais pas. Ça me laisse une drôle de sensation, comme si pareil. Comme si en fait au final il y avait des tables de jeux de rôle, des éditeurs, et puis qu'au final tout ce petit monde n'arrivait pas vraiment à se rassembler, tu vois. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de se rassembler? Je crois pas. Et c'est ça me laisse plein d'interrogations. J'ai eu un peu comme toi. Par contre, il y a un truc qui me laisse aucune interrogation. Oui. C'est que moi, la Fédération française de jeux de rôle, à mes débuts, elle m'a aidé. Elle m'a vraiment. C'est-à-dire qu'elle m'a mis en avant. Elle a fait pour nous des mises en avant sur la FFJDR pour le blog de la cellule. Pour Sens, elle a également mis en avant le jeu. Elle m'a permis de faire un monde du jeu, ce qui est extraordinaire. Je veux dire, je sais pas combien ça coûte un stand au monde du jeu, mais c'est une petite somme. Donc du coup, moi, elle m'a permis d'y être présent, tu vois. C'est énorme, gratos. J'étais logé sur son stand, j'avais un mètre linéaire gratuitement. Si ça, c'est pas une putain d'aide de pouvoir être à Paris, présenter Sens dans un salon comme celui-là, c'est quand même pas mal. Et donc, moi, en tout cas, en tant qu'éditeur indépendant, en tant qu'indépendant, la FFJDR a fait beaucoup pour moi. Et quand j'entends des gens qui disent oui, la FFJDR, ça sert à rien, la FFJDR machin, moi en tout cas c'est pas mon expérience et je soutiens encore, même si ça peut paraître bizarre, je soutiens encore les gens qui défendent l'idéal ou je sais pas comment le dire, mais l'esprit de la FFJDR parce que pour moi ils ont rien de méchant, ils ont rien de mauvais, c'est une manière de voir le jeu de rôle comme une espèce de loisir, un espèce de sport qu'il faudrait effectivement fédérer d'une manière ou d'une autre pour organiser des événements à l'échelle nationale. Je sais pas exactement. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là et j'irai pas leur cracher dans le dos ni sur leur tombe, loin de là. Et justement, je m'interroge. Mais de toute façon, je pense est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose? Je me retourne vite fait sur les auditeurs. Est-ce que effectivement, ce serait pas intéressant éventuellement d'aborder ça lors d'un podcast? Essayer de trouver des intervenants, des personnes qui ont fait partie de façon active. Alors de ça la c'est pareil, ça fait partie et de comprendre un peu. Ça fait partie du premier coup de gueule, c'est que il y a plein de membres de la FFJDR qui m'ont contacté pour faire du podcast avec la cellule. Le problème c'est qu'ils sont à Paris, il faut les déplacer. Il faut les loger. Parfois, je les connais pas personnellement, donc ça me dérange d'inviter entre guillemets dans mon foyer des gens que j'ai jamais vus qu'en mail. Tu vois, bon, on sait jamais trop sur qui on tombe. Ça peut être des fous furieux. Vous savez que les rôlistes sont des satanistes, fous furieux, métalleux, etc. Voilà, tout à fait. C'est une catastrophe. Donc, il faut bien sûr faire attention. Et donc voilà, comme j'implique également Flavie dans cette villa, j'essaye de. Forcément. Voilà. Donc c'est compliqué, mais Jeff, rassure-toi, hein, ça a été fait. Et Thomas Laboret lui-même est venu parler sur les micros de la cellule de ses intentions et tout ça à l'époque où il était président. Et ça avait encore fait un tollé. Et c'est encore à l'heure actuelle avec le podcast d'LG justement sur Oltré. Ce sont les deux podcasts au top de l'actu de la cellule. C'est les deux podcasts les plus vus. Celui de Thomas Laboret même au-dessus d'Oltré. D'accord. Ouais. Ah, effectivement. Ouais. C'est incroyable. Les gens. Alors moi ça c'est un truc qui me fait halluciner. Pas le fait qu'on s'intéresse au Grumpf parce que je trouve ça normal. Il est dans la pièce donc je peux pas dire grand chose. Mais non, ce qui me fait halluciner c'est que les gens crachent sur la FFJDR. Il y a énormément de buzz autour de ça.
mais ils s'y intéressent vachement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire qu'on dit oui, la FFJTR ça sert à rien, mais alors quand on fait un podcast dessus ou quand on cite le nom dans les tags des trucs, paf, on est cliqué à fond, ça clique à fond. C'est-à-dire qu'il y a en même temps on dit que ça sert à rien et que c'est une association parmi les autres, mais en même temps dès qu'on en parle, on buzz. Alors c'est le côté français, ça, Romaric. On aime bien haïr. C'est bizarre ça. On aime bien haïr. Et quand on a un objet de haine, je pense qu'on aime bien l'entretenir quelque part. Mais en tout cas, ils sont prêts à se déplacer et à parler de la FFJDR dans les micros de la cellule. Ça y a. Non, mais ce sera intéressant de voir justement avec eux, si c'est possible, je dis bien, et si surtout ça intéresse les auditeurs, de voir un peu pourquoi, selon eux, ça a chuté, quoi. Ouais, ça serait vachement intéressant de faire un bilan. Putain, ça serait vachement intéressant. Alors, ça serait intéressant du point de vue des clics aussi, parce qu'on aurait plein de clics. Parce que du coup, les gens, ils s'y intéressent vachement à tout ça. Mais tu vois, c'est ça qui est beau, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces clics ne nous rapportent rien, puisqu'il n'y a pas de pub et pas d'argent gagné par ces clics. Mais voilà, c'est juste pour le plaisir d'avoir des clics et des claques. Parce que très souvent on se prend des claques après. Ah oui, mais avoue que t'es un peu masochiste, Romaric, t'aimes bien les claques. Ouais, j'aime surtout les. Et à force, moi aussi, arrête. Les claques. Ne dis pas ça parce que tu vas encore. Il y a encore des mecs qui vont dire qu'ils ont envie de me baffer et tout ça sur les commentaires. Ah mais ça fait jamais plaisir. Ça commence à venir aussi. Ça fait jamais plaisir. Pas l'envie de te baffer, mais l'envie de me faire baffer. Ça fait jamais plaisir. Alors, parmi mes coups de cœur, il y a les indépendants francophones en règle générale. Fabien qui dit qu'il va faire une pause dans le jeu de rôle à cause de sa thèse et qui finalement fait 6 ou 7 jeux qui vont bientôt être publiés. Frédéric Sintès qui s'essaye à un nouveau mode de publication en proposant Prosopopée en PDF payant, mais vous savez, en échange d'un don quelconque. Donc tu peux lui donner 1 euro, tu reçois ton PDF, ou alors tu peux lui donner 50, 100 euros. Voilà, donc ça c'est intéressant de s'essayer à ces nouveaux modes de diffusion. Donc ça c'est vraiment un coup de cœur général sur la mouvance indé, la façon dont elle se développe en ce moment. On sent qu'il y a vraiment, là c'est pareil qu'avec la cellule, on sent qu'il y a une lame de fond, un engouement vraiment pour le jeu de rôle et pour les débats en tout cas soulevés par les indépendants et pour les nouvelles manières de produire en fait du jeu de rôle au sens de production américaine, avec aussi des choses dont il faudra qu'on parle sur la cellule. C'est tout ce qui est Kickstarter, Ulule, Lulu, toutes ces nouvelles manières de faire et de diffuser du jeu de rôle. Ça fait énormément débat ce genre de choses. Ouais. Il y a plein de choses à dire. Énormément débat depuis la fin de l'année, la fin 2013, mi 2013. C'est quelque chose que j'entends énormément parler moi sur le net. Mais pour moi, ça reste un coup de cœur parce que de toute façon, ça enrichit. Ça enrichit le média, ça donne des portes, ça ouvre des portes à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de diffuser. Ça, de toute façon, ça va enrichir. Une fois, tant que ça reste dans l'ouverture, moi, voilà, c'est ça, exactement. Pas de problème. Donc de toute façon, c'est du tout bon pour nous. Voilà, coup de cœur, coup de gueule, c'est bon. On peut passer en revue les différentes émissions. Ah non, t'as pas fini, Jeff. Oh là là. J'ai oublié. On a présenté tes actus, mais on n'a pas. On va faire très vite. Mon coup de gueule, mon coup de gueule est un peu plus long que mon coup de cœur. Alors. Mon coup de cœur. Vite fait, je vais commencer par le coup de cœur. Encore une fois, donc c'est tout ce qui est série télé. Moi, personnellement, je suis de plus en plus dedans. C'est marrant, vos coups de cœur et vos coups de gueule n'ont rien à voir avec le jeu de rôle, messieurs. Non, justement, je vais quand même faire un lien, sinon je n'en parlerai pas. Je pense que les auditeurs s'en foutent un petit peu si j'ai mangé une pomme hier soir ou pas. Mais donc pourquoi les séries télé, c'est que effectivement, il y a un processus dans ce qui sort à l'heure actuelle où les choses sont quand même relativement bien écrites, sachant que avec Darky, on partage ça, c'est le côté écriture de scénario et autres. C'est vrai que ça motive d'autant plus moi, ça me motive d'autant plus pour écrire. Et sachant que depuis peu, j'ai rejoint, on va dire, une prod amateur que je salue, Projet Kawa et compagnie, une web série, ça me donne d'autant plus l'envie d'écrire tout simplement. Donc je pense que... Tu penses que la série est une... Ah, ça c'est très intéressant. Tu penses que l'engouement qu'il y a en ce moment pour les séries télévisées dans le monde, parce que c'est vraiment quelque chose d'inter... on voit des séries qui explosent comme Game of Thrones et tout ça qui commence à exploser. Tu penses que ça fait du bien indirectement au jeu de rôle? En tout cas, toi, ça te fait du bien en tant que... Moi, ça me fait du bien, tout à fait. Ouais. Ça, c'est intéressant. Je prends, ça va peut-être pas être super connu, parce qu'on pense tous à des blockbusters comme Game of Thrones, effectivement, ou Person of Interest. Enfin, je peux en citer plein. Moi, par exemple, une qui m'a fait vraiment du bien, c'est la série Tunnel, qui est une série Canal+ Création, qui est tirée d'une série suédo-danoise. Donc ils sont très forts généralement sur tout ce qui est polar. Et dans la façon que c'est écrit dans le processus,
ça donne forcément envie de faire un peu de jeu de rôle. Le côté un peu investigation et compagnie. D'accord. Donc voilà, ça c'était le coup, Ouais, c'est le sympa, coup de cœur. Comme Sébastien Sellerin qui disait dans le podcast sur les éditeurs diffusés juste à la fin de l'année dernière que en fait le jeu vidéo le jeu de rôle continuait à exister à Ubisoft Montréal dans le jeu vidéo en fait à travers le jeu vidéo et tout ça. Oui, effectivement, je m'en souviens. C'est marrant de voir ça comme ça. Alors qu'on a souvent tendance à penser en malthusianiste dans le trip. En gros, le jeu de cartes prend des parts au jeu de rôle, le jeu vidéo prend des parts au jeu de rôle, la série fait que les gens jouent moins au jeu de rôle, alors qu'en fait, finalement, on s'aperçoit que non, c'est je pense peut-être que pas le cas. clairement, la série à l'heure actuelle, j'espère ne pas me planter en disant ça, je pense que le format série va enrichir et inspirer de plus en plus le JDR. Mais au point de vue arc narratif et compagnie. Encore une fois, l'année dernière, on avait fait un podcast aussi sur les adaptations. Et oui. voilà. Et le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui s'entendent, qui se connaissent, qui connaissent quelque chose en commun, qui ont une souche culturelle commune sur une série, une œuvre culturelle, ça fait que ça facilite le jeu de rôle. Si autour de la table, on est 3 fans d'une série quelconque, ça va être plus facile de lancer le jeu de rôle de cette série parce qu'on est 3 autour de la table à la connaître. C'est même une mouvance de la pop culturisation de l'art profond, quoi. Comme le comics fait d'un produit culturel très facilement consommable, achetable, et pourtant il y a des histoires absolument fantastiques dedans. La série amène le cinéma à tout le monde et de manière plus quotidienne et parfois plus profonde. Game of Thrones, c'est rien d'autre qu'un super film qui défonce absolument tous les autres films, découpé en petits bouts et donné distillé un petit peu comme ça à qui veut et qui peut facilement le voir parce que c'est une série beaucoup plus facilement obtenable qu'un film visible, comment dire, accessible. Voilà. Et juste pour rajouter un petit coup de cœur comme ça sur la série, allez hop. Dark. Community va bientôt reprendre. Community, c'est cette méta-série absolument fantastique qu'il faut absolument voir. Une comédie de 20 minutes avec plus de dialogue dans chaque épisode qu'un épisode de 40 minutes pour n'importe quelle autre série. Et dans saison 3, épisode 8 ou 10, il y a un épisode sur le jeu de rôle où les joueurs font un jeu de rôle et c'est une des premières fois que je vois ça. Il y a pas la caméra ne va pas dans la fiction en fait. Tout l'épisode, c'est des gars autour d'une table qui parlent. Alors que dans les tentatives d'incorporer en tout cas toutes celles que je connaisse, les tentatives d'incorporer le jeu de rôle au cinéma, on prend la facilité de transporter la caméra dans la fiction, les personnages se voient en côte de maille en train de se frapper, et du coup est-ce qu'on voit vraiment le jeu de rôle, je sais pas. Là dans cet épisode de Community, je vous encourage vraiment à le voir, il dure 20 minutes, il est fantastique. Les personnages restent autour d'une table avec un papier et un crayon et c'est fantastique. Ton coup de gueule, merci Darky, c'est passionnant du coup, ça donne envie de voir ça, ça m'intrigue ton truc là. Excuse-moi, je rebondis pas, mais ça a l'air vraiment intéressant. Ton coup de gueule. Alors mon coup de gueule, bon allez hop, mettons les pieds dans le plat. Mon coup de gueule concerne ce qui s'est passé donc l'année dernière. Je mets les pieds où je veux, Little Joe. Et c'est souvent dans la gueule. Donc ouais non, c'est tout ce qui a découlé d'un certain podcast. Ne mâchons pas les mots. Le podcast sur Kuro. Toi, ça t'a fait beaucoup de mal cette histoire. Attention, ouais. Non, mais t'en parles beaucoup quand même. J'ai l'impression que ça t'a. Moi, ce qui m'a vraiment frustré, blessé. si vous voulez, c'est que donc je reviens là-dessus. Tant pis si ça fait chier du monde. C'est que c'est pas le fait d'avoir proposé le jeu et compagnie. Moi, je suis fan de Kuro, j'aime bien cet univers et compagnie. C'est que le côté derrière, on a vu ça comme étant une critique ultra cassante de Kuro. Et derrière, j'ai pas compris pourquoi certaines personnes ont critiqué ma maîtrise, sachant qu'on n'a pas vraiment parlé de ma maîtrise. Bon, écoute, Jeff. Et ça m'a frustré. Moi, je crois qu'il faut. Vas-y, remarque. Il faut vraiment, parce que je sens que ça t'a vraiment marqué cette histoire. Il faut vraiment arrêter de prendre au sérieux les trolls sur Internet. Je m'explique. Généralement, les gens qui t'en veulent parce que, par exemple, en tant qu'animateur de podcast, tu zozotes ou qu'on vit ou alors en tant que maître de jeu, tu as chié, etc. C'est des gens qui auraient voulu être à ta place. C'est des jaloux. C'est de la jalousie, Jeff. C'est juste de la jalousie. Le mec qui t'a dit, par exemple, moi j'ai vu passer des commentaires où le mec a juste dit, par exemple, oui, c'est normal que vous ayez trouvé que Kuro c'était pas bien parce que, à mon avis, votre meneur de jeu, en l'occurrence Jeff, était très mauvais. Voilà, exactement. Alors qu'on n'en avait pas parlé et tout machin. Mais pourquoi il dit ça? Parce que il aurait voulu être à ta place. Il aurait voulu être là et nous montrer le Kuro que lui il aime et nous montrer comment c'est trop bien Kuro, etc. Et je crois qu'il faut pas y voir une critique personnelle à ton encontre, Jeff.
mais plutôt une frustration de la part de cet auditeur de se dire si j'avais été là, si c'était moi qui avais maîtrisé le jeu, ils auraient kiffé et au final, tu vois, c'est ça en fait. Et alors, je comprends que tu le prennes de façon personnelle, mais il faut apprendre à lire les gens sur Internet. Les gens sur Internet qui disent ils veulent te taper la gueule ou qui t'aiment pas, c'est généralement juste qu'ils estiment qu'à un moment donné, t'as fait une faute ou quoi que ce soit. Moi, j'en vois passer plein des commentaires sur la cellule de gens qui disent oui, de toute façon, vous êtes que des cons et tout, mais je vous écoute quand même toutes les semaines parce que je vous kiffe trop. Alors ça, c'est des gens qui sont frustrés, qui auraient voulu être là et qui auraient voulu parler à ta place parce que voilà, ils ont pas, tu comprends? Oui, non, mais clairement. Et moi, je trouve qu'il faut plutôt le prendre comme un compliment au final. C'est de se dire, ah ben, c'est cool quand même, il y a quelqu'un qui... Rapidement, c'est comme ça que je l'ai vu, on va dire. Mais après, c'est pas le côté personnel de l'attaque qui est embêtant, c'est que derrière, vu que c'est, bon, Kuro appartient à une certaine édition, résultat des courses, moi qui suis un peu plus actif dans les émissions One Shot, j'ai un peu peur maintenant de vous présenter un jeu du 7e cercle. D'accord. C'est ça qui est embêtant. C'est que moi, je voudrais passer ce message-là, je maîtrise Yggdrasil. J'aime bien Keltia. Alors, je joue à Kuro. Donc c'est des jeux qui m'intéressent. Là, ça me pose problème, Jeff, parce que moi, si je t'ai entre guillemets engagé, comme je sais que t'aimes bien ce vocabulaire-là, à la cellule, mais moi je considère pas t'avoir recruté ou engagé ou quoi que ce soit, mais moi pour moi, si ça, comment dire, si ça m'intéressait aussi de t'avoir dans les micros de la cellule, c'est parce que tu étais connaisseur des jeux du 7e cercle, ce que moi je ne suis pas. Moi, 7e cercle, ça se limite à Chin, que j'ai adoré. Je trouvais que c'était vraiment un très bon jeu. Et Culte, c'est ça? C'est un jeu du 7e cercle que je trouve vraiment très très impressionnant. Voilà. Et donc moi j'ai un bon rapport avec le 7e cercle, mais j'ai fait que les jeux que 2 jeux, tu vois, sur leur gamme, alors qu'ils sont pléthore de jeux. Ils ont un catalogue énorme, ils ont plein de. Et donc moi du coup quand je t'ai rencontré, tu m'as dit bah moi je connais bien. Donc moi je t'ai dit c'est cool, comme ça tu pourras nous les présenter. Si là maintenant tu te dégonfles et tu me dis bah non du coup je peux pas les présenter, ça me fait chier quoi. Je me dégonflerai pas déjà premièrement. Non mais on va dire c'est que ça me facilite pas la tâche. Voilà, c'est ça qui est emmerdant, on va dire. Mais t'en fais pas, t'inquiète pas. Tu t'en fous. Eux, et d'ailleurs, je trouve là-dessus qu'ils ont une attitude. Alors bon, à part les quelques auteurs du 7e cercle qui se sont vraiment énervés et tout, mais je pense qu'ils se sont énervés à cause des insultes qui étaient sous-jacentes au podcast de Kuro. Sur le podcast de Kuro, faut dire, voilà, on n'est pas toujours tendre. On a été, et je pense que ça nous invite aussi à dans notre ligne éditoriale à faire attention à ça, à pas vexer les susceptibilités et tout. Moi, j'en ressors grandi de cette histoire. Enfin, bon, mis à part le fait que je puisse plus aller sur Antonio Bay pour discuter, regarder les messages et tout parce que je me suis auto-exclu du truc parce que là vraiment c'était pas possible quoi, j'en prenais trop plein la gueule quoi, c'était humainement difficile à tenir, mais moi j'en ressens grandi parce que je me dis bah du coup maintenant on fera attention. On peut critiquer de façon négative mais on fera attention. Et là deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à l'attitude moi du 7e cercle, j'ai trouvé assez saine. Florent et Neko, ils ont pas pris le truc comment dire à cœur. Ils ont dit tu dis ce que tu veux. Moi alors limite ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils ont dit moi je m'en fous. Bon, bah ça tant pis, limite s'en foutent de Romaric Briand ou de la cellule, on s'en fout, tu vois. Mais en gros, ils ont dit tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Moi, je trouve ça bien. C'est bien, tant mieux. Un éditeur qui dit ça. Ça me rassure dans ce cas-là. Et après, il y a les auteurs qui tu dis ce que tu veux, moi ça m'est égal. En gros, moi c'est ça qu'ils m'ont dit, Florent et Neko. Après, un autre discours que j'ai entendu, c'est il faut pas dire du mal des jeux des autres quand on est soi-même éditeur. Sous-entendu, toi, tu édites tes jeux, donc comme tu es éditeur, tu dis pas du mal des autres éditeurs, parce que globalement, ça dessert le jeu de rôle. Et moi, j'ai envie de leur répondre que non, à ce truc-là. Mais je crois que ça a déjà été abordé dans les podcasts de la cellule, mais que, en fait, oui, c'est notamment dans un des premiers, enfin, quand ça commençait à s'appeler les podcasts hors sujet, notamment celui sur Rollist TV. Où t'avais Thibaut Jacqueline qui disait bah ouais, si entre guillemets un jeu m'intéresse pas, j'en parle pas. Mais moi je crois que c'est pas une bonne attitude. Je crois qu'il faut dire aussi les jeux qui ne vont pas, ou en tout cas qui selon nous, je dis c'est subjectif bien sûr, qui selon nous ne vont pas ou ont des, parce que ça enrichit. Moi je pense que ça enrichit vraiment les acteurs du jeu de rôle. Et en plus le fait d'entendre des gens comme nous, comme la cellule, dire qu'un jeu on l'aime pas, ça va pas forcément décourager des gens à l'achat. Moi, je sais qu'il y a des gens qui font exactement l'inverse de ce qu'on dit parce qu'ils savent que nos jeux
que les jeux qu'on conseille, ils sont, enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est juste une opinion. Et après, tu te dis, bah tiens, si Romaric Briand l'a pas aimé, moi je vais certainement l'adorer ce jeu-là. Bah tiens, je vais l'acheter parce que tous ces jeux de merde à la con, un télo à la, tu vois, c'est ça. Donc il n'y a pas de raison de se priver de faire des critiques négatives de certains jeux. Et à partir du moment, et c'est là que cette affaire de Kuro, selon moi, est enrichissante, à partir du moment où on garde un certain self-control, un certain respect quand même des auteurs qui l'ont écrit. Alors moi, il me semble que au cours de ce podcast, on l'avait conservé. Certains auteurs ont jugé que non. Donc je leur ai répondu, j'ai essayé de leur répondre calmement, etc. Et leur dire en plus qu'on n'avait rien contre eux. C'est-à-dire que moi j'ai envie de tester, parce qu'en l'occurrence, celui qui s'est le plus fâché, c'est Julien Elbrock. Moi, j'ai envie de tester Warsaw. Moi, ça me dérange pas du tout. Moi, j'estime pas. Ouais, Luchadores, ça m'intéressait. Voilà. Mais bon. Ben non, mais justement, Jeff, fais contre attitude négative, applique un principe de charité fort et dire bah ok, bon bah sur ce coup-là, sur Kuro, peut-être qu'effectivement j'ai merdé, peut-être qu'effectivement on a mal présenté les choses, mais la prochaine fois qu'on jugera Warsaw, la prochaine fois qu'on jugera Luchadores, la prochaine fois qu'on jugera des jeux du 7e cercle, d'une manière générale, eh ben on fera mieux. On fera mieux. Faut le prendre comme ça. Faut avancer. Enfin, je sais pas comment dire. Parce que si tu te figes au troll et que tu regardes les critiques négatives seulement, mais t'arrêtes tout. Sur Internet, à partir du moment où tu te montres, tu t'exposes. À partir du moment où tu t'exposes, tu prends des claques. Ça, c'est obligé. Et si tu t'arrêtes à une claque, alors que je te le dis, il y a 500 auditeurs de la cellule derrière. T'as un mec qui va te dire, qui va te donner une claque, et combien d'autres ne disent rien et ont bien apprécié le podcast à sa juste valeur en se disant c'est l'opinion de la cellule, je me ferai la mienne de toute façon en jouant avec mes potes. Tu vois, si ça se trouve le podcast de la cellule sur Kuro, il a permis à plein de gens de discuter de Kuro après, et il y a plein de mecs qui ont contre-argumenté nos arguments qui étaient peut-être mauvais et qui ont trouvé finalement de la valeur à Kuro, et si ça se trouve on a même relancé des tables de Kuro, et ça j'en suis convaincu parce que je reçois des mails de gens qui me disent ben moi je joue à Kuro et je vous emmerde à la cellule de vos avis et tout. Ça veut dire que attention, il faut se méfier des avis sur Internet et tout ça. On parle de la majorité silencieuse quand on a des auditeurs de podcast. Ouais. C'est un peu Villepin encore. J'écoute les gens qui postent des commentaires. J'écoute aussi ceux qui ne font pas de commentaires. Non mais je pense vraiment qu'il faut pas s'arrêter à ça, Jeff. Il faut pas que tu te décourages, il faut pas que tu te dises je testerai plus de 7e cercle. Non, pitié quoi. Non, fais pas ça. Ce serait vraiment nul quoi. Ce serait vraiment une fin nulle à ce truc. Non, au contraire. Non, je te dis. On va dire allez Julien Elbrock. Paris tenu, tu viens nous présenter demain puisque t'as l'air de trouver que on juge mal les jeux quoi. Paris tenu, tu viens chez nous, tu présentes le truc et tout machin. Il faut qu'on avance quoi. Faut qu'on avance. Parce que si on veut discuter avec tout le monde, il faut pas se fermer des portes. Il faut pas dire je ne testerai plus ci, je ne testerai plus ça. Il faut continuer à avancer justement. Moi je crois que c'est vraiment très important ça. Très très important. Excuse-moi, je te monopolise. Ok, non, mais message reçu. Mais bon, je pense aussi que le message est reçu de l'autre côté, de ta part, de dire, si vous réagissez comme ça, quand on poste des choses, des critiques négatives, du coup, on ne testera tout simplement plus vos jeux et on aura tous à y perdre à ce petit jeu-là. C'est ça aussi que tu veux dire. De toute façon, clairement, c'est une hypocrisie qui sert à rien parce que, on va dire, si on peut pas parler en mal de quelque chose, enfin, du moins de le critiquer, de dire qu'on n'a pas aimé, mais même ça fait de la publicité quoi. Comme disait ce bon vieux Andy Warhol, parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, pourvu que vous parliez de moi. Donc voilà, c'est ça un peu que j'aimerais bien faire comprendre. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Il y aurait plein de choses à dire. Je suis désolé, je monopolise un peu la parole sur ces sujets, mais c'est en tant que entre guillemets rédacteur en chef du blog, je me pose des tas de questions aussi sur la ligne éditoriale, mais en tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que moi, je veux vraiment qu'on avance, on a fait, peut-être que le podcast sur Kuro, c'était une connerie, peut-être qu'il a été mal présenté, etc. On a peut-être merdé sur certains trucs et on a vexé des auteurs et c'est pas bien et il faut avancer. Et je crois pas que l'attitude qui consiste à dire, puisque c'est comme ça, on boude, on teste plus des jeux. Je sais pas, c'est pas une attitude de bout. Non, mais par contre, c'est vraiment tu voulais le dire. Un côté pression, quoi. Se dire, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Ne t'en fais pas. Confiance, quoi. Ne t'en fais pas. Ok, ça va. Allez, je crois que on est déjà à 1h10 à peu près de podcast, un petit peu moins, 1h07. Je crois qu'on a déjà
pas mal parlé de nous, des actualités de la cellule, des différentes discussions. On pourrait passer en revue les différentes émissions. One Shot, globalement, ça tourne très très bien. Il y a pas de souci. Vous avez des One Shot, de toute façon, j'en ai parlé un petit peu au début du podcast. C'est notre émission phare, hein, ça tourne très très bien. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à venir faire des démonstrations de jeux et compagnie, et je compte bien persister encore dans ce sens. ADN, moi je trouve que c'est génial. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, on sentait que sur l'intelligence artificielle et tous les premiers ADN, c'était un peu... Si, c'était cool. Ouais, mais en fait, c'est ça. Moi, en tout cas, au niveau des clics et tout, au niveau de l'adhésion des gens qui suivent le podcast, je sentais qu'il y avait clairement pas d'engouement. C'est-à-dire que les gens, ils viennent surtout pour du jeu de rôle, et tout ce qui est émission autour de nous et tout, ça les intéressait. Et après, Olivier Stein est arrivé. Et là, ça a juste explosé. C'est-à-dire que on voit bien que ce podcast sur le terrorisme a montré, je pense, à un certain nombre d'auditeurs que effectivement, les podcasts autour de nous pouvaient servir à vraiment enrichir les parties de jeux de rôle, et c'est vers ça qu'il faut tendre, et il faut que les ADN soient vraiment orientés davantage. Si on veut que l'émission fonctionne, si on veut qu'elle vous plaise, si on veut qu'elle marche, il faut l'orienter vers le jeu de rôle, et ça on vous a bien entendu. Parce que le prochain ADN que je vais faire, je vais avoir peut-être un peu plus de mal à le rallier au jeu de rôle que le terrorisme. Si. En fait, moi je pense que si, mais sauf que c'est méta, c'est-à-dire que c'est pas de la fiction dont on va parler, mais par contre on va bien le rapprocher du point de vue sociologie du jeu de rôle, si tu veux. Okay. Donc je pense que ça va les intéresser aussi. Et finalement, on se retrouvera dans ce type d'ADN plus proche d'un thème presque, tu vois, que d'un. Mais je pense que si, ça rentre dans le cadre également. Le garage, c'est une émission qui fonctionne très très bien, même si en termes d'audience, j'entends. En moyenne, là, c'est pareil, c'est des pics, c'est comme les one shots, c'est les podcasts les plus regardés. Plus écouté, pardon. Même si on sent bien qu'il y a des critiques sur la méthodologie qu'on emploie, sur les manières dont on parle de certains sujets, sur les orientations idéologiques qui sont prises parfois par certains intervenants. Là, j'ai envie de dire, c'est à vous de faire votre tri. Vous commencez à nous connaître maintenant autour de cette table. Vous commencez à connaître Fabien Hidvine, vous commencez à connaître les gens qui participent au garage en règle générale. Vous savez un petit peu vers qui vous tournez quand en fonction des discours. Voilà, je pense que c'est une formule qui reste encore à améliorer, qui est encore perfectible, mais bon, voilà, on s'améliore, on essaye de s'améliorer. Là aussi, vos commentaires sont très précieux. Alors, évidemment, on répond pas aux commentaires toujours. On n'est pas toujours présent en réponse sur les commentaires, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure avec Flavie, et puis nous tous, on a vraiment tous la tête dans le guidon, on fait tous plein de choses, et répondre à des commentaires, c'est très très long. Donc, pour être vraiment constructif et tout. Donc, ce qu'on se contente de faire, c'est les lire, on prend très à cœur toutes vos critiques et toutes les suggestions que vous nous faites, et on essaye directement de les implémenter dans les nouveaux podcasts. Et il faut savoir un truc, c'est que la plupart du temps, on a quand même un mois presque d'avance sur la diffusion des podcasts dans les enregistrements, peut-être un mois, parfois moins. Mais donc du coup, les critiques que vous nous faites parfois ne sont pas le mois d'après. Vous voyez qu'on fait toujours les mêmes conneries, et c'est normal parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps de les prendre en compte. Voilà, je voulais préciser ça aussi. Donc ça, c'est pour le garage. Les thémas, les thémas, que dire, ça jeu de rôle et politique, ça a bien marché. Le thème avec Sébastien Sellerin a très bien marché, même si je trouvais que au tout départ de sa publication, il n'y avait pas beaucoup de commentaires. Ça a duré 2 heures aussi, fallait le temps de l'écouter. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vraiment, alors là, c'est pareil, on peut remercier Sébastien Sellerin d'apporter son expertise à la cellule, et il reviendra régulièrement. Il est maintenant dans la mailing list des podcasteurs habituels, comme Darky, Flavie et Jeff. Là, aujourd'hui, il n'a pas pu venir, mais il est de tout cœur avec nous. Voilà. Le podcast le plus important. Les podcasts sur Sens qui vont se poursuivre cette année, avec toujours plus d'invités, toujours plus de discussions. Sens Néant a vraiment enrichi les podcasts sur Sens. On peut maintenant discuter de plein de nouveaux aspects dont on ne pouvait pas discuter avant. Le défaut de ces podcasts, c'est qu'il est très ciblé sur les genres de Sens, mais il est également quand même très 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 écouté par les gens qui ne se suivent pas Sens. Il y a plus d'auditeurs du podcast de Sens qu'il n'y a de maîtres de jeu de Sens. Alors soit les joueurs, il
Il y a des petits tricheurs. Soit les joueurs trichent et ils écoutent les podcasts alors que théoriquement ils n'ont pas le droit de les écouter. Soit ce sont des joueurs qui ont arrêté leur table, dont leur table est finie et du coup ils écoutent les podcasts maintenant pour devenir eux-mêmes meneurs. En tout cas, ce qu'on peut dire, de futurs MJ, souvent. De futurs MJ, voilà, c'est ça exactement. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les podcasts sur Sens fonctionnent moins bien que les autres, bien sûr. Ils ont en moyenne 200 auditeurs de moins par rapport aux autres qu'on a 500 en moyenne. Ceux-là, ils sont plutôt autour de 300, entre 200 et 300. Mais globalement, c'est quand même des podcasts qui intéressent, qui interrogent et surtout qui permettent de faire connaître le jeu. Et là, c'est pareil que la cellule. J'ai envie de dire qu'autour de Sens, on sent qu'il y a vraiment ces temps-ci un engouement autour du jeu avec des vidéos YouTube qui sont postées par oui, attends, il faut en parler, ça c'est mon coup de cœur là. Morgane et Maxime. Et Maxime qui ont fait un espèce de un calendrier de l'Avent dans lequel ils postent des petites goodies en rapport avec Sens, et un des derniers c'était un pack de fonds sonores pour Sens Mort avec les différents fragments qui était fantastique. Bravo à vous deux les gars. Ouais. Et ils font des choses incroyables. Oui. Les speeches qu'ils ont fait et enregistrés des différents quadrillas, les dialogues qu'ils ont, parce que dans le sens, il y a un petit peu un côté démo comme dans un jeu vidéo, dans le sens il y a certains passages en fait, on regarde un peu la cinématique et du coup ils ont enregistré des passages qu'ils ont diffusés. Alors il faut savoir que ils n'ont pas été les premiers à faire ça. Il y a aussi Shadow, Michael, que vous avez l'occasion d'entendre sur les podcasts sur Sens, qui a fait ça également avec ses joueurs, et ces enregistrements n'ont malheureusement étaient jamais diffusés parce qu'ils devaient faire partie de la guerre des immortels, mais ils étaient assez longs et pour Valérie ça faisait trop de travail. Mais peut-être, je n'exclus pas un jour de les rediffuser. C'est pareil, ils avaient été montés du point de vue sonore par Kram, qui est un très très bon ingé son que connaît Michael, et c'était vraiment d'une bonne qualité aussi. Mais évidemment ceux de Morgane et Maxime le sont également. En tout cas, ça prouve vraiment qu'il y a un engouement autour de l'univers de Sens, et honnêtement, en tant qu'auteur du jeu, entendre des gens lire ces textes, les diffuser sur YouTube, mettre de la musique, se motiver comme ça, c'est vraiment une consécration. Moi, je suis aux anges avec ce projet. Contrairement à ce que j'avais entendu sur de nombreux jeux de rôle, j'ai pas la sensation que la gamme de Sens se délite. C'est-à-dire que, alors certes, j'ai vendu 300 Sens Renaissance, 200 Sens Mort, 100 Sens Néant en moyenne, mais j'ai dû en réimprimer depuis, et je sens que peu à peu, je vends plus de Sens Mort et de Sens Néant, et que là, je vais avoir les chiffres très bientôt pour le prochain trimestre en mars, et je sens qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont acheté Sens Renaissance ont vraiment suivi la gamme, et il va pas y avoir ce gap, vous savez, ce fameux gap entre le premier bouquin est beaucoup vendu et les autres sont en décroissance. J'ai l'impression que Sens va être constant, et ça, c'est grâce à vous, et encore une fois, merci d'aimer ce jeu et de le faire vivre comme ça, surtout. C'est ça qui est magique et qui est vraiment magnifique. On sent que il y a vraiment un engouement là autour de ce jeu dans ce début de 2014 et fin 2013. Voilà. Allez, on est déjà. Le podcast du Val. Ah, le podcast du Val, ouais, c'est vrai. Oh, putain, on en a un petit peu parlé aussi. Oui, c'est vrai. Mais... Alors vas-y, je t'en prie, parle-en. D'ailleurs, tu l'as mal dit. Le pod Val-Ducasse, pardon. Le pod Val-Ducasse, s'il vous plaît. Ouais. Non, je sais pas, t'étais en train de faire un round-up des comment ça marche pas, le podcast du Val. Alors, le podcast du Val, est-ce que c'est vraiment la cellule? C'est ça la question. Ah oui, d'accord, voilà, pardon. C'est pour ça que j'en parle pas ici, mais on peut en parler. C'est vrai que... Dark, t'es chiant, t'as vendu la mèche quand même, là. Effectivement, il faut savoir que depuis... donc, si vous aimez la cellule, on peut dire ça. Ouais. Si vous aimez les podcasts de la cellule, que vous aimez les débats qui tournent parfois au débat philosophique sur du rien du tout, sur 3 cheveux coupés en 4, vous pouvez effectivement écouter les podcasts du Val sur le blog du Val. Donc voilà, c'est ni plus ni moins le blog de la cellule, mais pour le jeu de cartes, jeu de société, etc. Avec un podcast un peu plus court, un peu plus digeste, voilà. Et peut-être un peu plus fun. Plus fun. Je pense. C'est comme disait Flavie, c'est la cellule unleashed. Déchaîné. Donc voilà, je pense effectivement que c'est un peu plus fun, un peu plus décontracté, un peu plus technique aussi quand même. Hein. Faut bien maîtriser le Val pour comprendre. Hein. Parfois, ouais. Je pense qu'il faut avoir lu le bouquin. Ouais. Ouais, c'est un peu chaud. Parce qu'à mon avis, ouais, t'auras l'impression d'entendre du charabia, quoi. Ah, c'est possible. Faut jouer au jeu, quoi. Ouais. Enfin bon, ce mois-ci, si tout se passe bien, on a diffusé un glossaire sur le truc, donc ça permet quand même aux gens de s'y retrouver un petit peu mieux, mais quand même, hein, et on n'exclut pas non plus pour ce blog de faire 2-3
hors série. On a eu quelques petites touches avec des gens du jeu vidéo, avec des gens du jeu de société qui seraient intéressés pour venir faire du podcast avec nous. Mais je pense que les podcasts hors série du Val seront codiffusés en fait sur la cellule et sur le blog du Val, parce que en fait les deux vont être concomitants, et surtout il faut pas non plus qu'on se surcharge. C'est-à-dire que si là déjà on fait le podcast du Val parce que ça nous fait plaisir et tout, le problème c'est qu'il faut garder la priorité. Ça reste quand même la cellule, ça reste quand même le jeu de rôle, c'est vraiment le jeu qu'on a envie de promouvoir. Même le Val, en fait, le jeu de cartes, est un jeu caché, déguisé de promotion pour le jeu de rôle. On met les doigts dans le jeu de cartes parce que c'était des cartes traditionnelles, et en fait on se rend compte progressivement que le jeu devient narratif. Donc moi j'ai quand même envie de donner la priorité à la cellule. Si jamais on a le temps, on fait des podcasts du Val, mais bon voilà. Mais pour l'instant on tient le coup, hein. On tient le coup. Le podcast par mois, on le tient. Ça marche. Le pod Val du Casse, ça marche. Ouais, donc voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est une autre émission en fait maintenant qu'on fait. Et voilà. Bon, déjà c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez revenir? Je ne sais pas. Je crois que c'est bon. Moi, c'est bon. Je pense avoir fait le tour de. Moi, vous savez ce qui me fait très très peur pour cette année 2014, c'est le monde. Ouais, c'est ça. C'est le trou en fait. J'ai la sensation que on a de plus en plus de mal à enregistrer des podcasts, et j'espère qu'un jour il y aura pas un jeudi où on ne pourra pas en diffuser un parce qu'on n'en aura pas, ou tu vois, ce genre de truc. Ça c'est ce qui me fait le plus peur. Mais pour l'instant c'est pas le cas, et je peux le dire en toute sécurité, on a de l'avance. Il y a pas de souci, mais je vois que la vie commence que le temps commence gentiment à nous rattraper. Ça rejoint un peu notre coup de gueule, et que voilà, c'est pas exclu qu'un jour on vous dise bah voilà, cette semaine c'est disette, il y a pas de podcast parce qu'on n'a pas eu le temps d'enregistrer. On espère que ça n'arrivera jamais, parce que vraiment notre contrat c'est de vous proposer un podcast hebdomadaire. Et les plus tristes, ce seront pas ceux qui râleront dans les commentaires, mais ce seront nous, de pas avoir absolument, pu tout à fait. Mais logiquement ça devrait pas arriver. Logiquement, ça devrait pas arriver. Mais c'est ça qui commence à me stresser. Avant, j'avais pas du tout ce souci. Mais bon. Mais je sais que grâce à vous deux, Jeff, Darky, les gens motivés et tout ça, c'est pareil. Je pense aussi à Emmanuel Meffray, qui fait partie des membres actifs de la cellule, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, et qui m'avait proposé de faire des interviews pour le podcast de la cellule, qu'elle le fasse. Je le dis dans les micros là aujourd'hui, je lui parle directement. Fais-le, Emmanuel, parce que justement ça peut nous permettre pendant un mois de diffuser, plutôt que de diffuser un podcast, de diffuser 3 de tes interviews par exemple, ce genre de choses, et ça peut tout aussi intéresser les rôlistes, et voilà. Mais bon, pour l'instant on n'en est pas là, hein. Je veux pas semer le trouble dans la force. Y a pas de souci, on a du podcast et on a des podcasteurs, on a de quoi faire. Mais voilà, c'est ce qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur du coup, avec cette nouvelle vie de papa. C'est un peu l'épée de Damoclès, qui quoi. commence. Ouais, voilà, c'est ça. Mais honnêtement, je pense que ce sera pas le cas. Mais quand même, c'est marrant d'avoir cette peur maintenant que je suis papa, et ça prouve quand même. Le jeu de rôle, ça prend du temps, et c'est chaud. Hein. C'est chaud. On va en parler du temps libre bientôt dans ton ADN. Tout à fait. Allez, on vous laisse passer une bonne semaine. Nous, on se rejoint pour un one shot. Le prochain one shot ne devrait pas encore être celui sur DD4 qu'on va enregistrer avec le Gruff qui est dans cette pièce, mais un autre one shot encore, et ce sera pour le mois d'après. Voilà. Allez, à plus tout le monde. À plus, jouez bien, regardez bien beaucoup de séries. Amusez-vous bien, et bon début d'année. Jouez bien.